Bonsoir. Installez-vous, ça va mal finir. Dans l'épisode 1, on a étudié les faits. Courtauld, le Gâtinais, le Gévaudan. Des milliers de morts consignés. Inde 2024, Pays-Bas 2025, Italie 2025. Mêmes attaques, mêmes séquences. Et Émile, juste un crâne retrouvé. Comme dans toutes les attaques de loups. Une piste jamais réellement cherchée. J'aurais pu continuer. Rome, janvier 2024, une fillette gravement blessée. Casalbordino, encore une fillette, gravement blessée elle aussi. Ukraine, un homme grièvement blessé. Grèce, une jeune fille encore, grièvement blessée. Serbie, Iran, 6 morts. Des attaques prédatoires. USA, Canada, 2 morts. Attaques prédatoires. Sans compter la Russie, la Chine. Tout cela nous semble sous-déclaré. Alors je vous pose la question, trouvez-vous juste de vous laisser prendre le risque de vous balader en forêt avec vos enfants, votre chien, puisque ces risques existent, et que la seule variable qu'on vous enfonce dans le crâne du matin au soir, c'est « le loup nous fuit, il a peur de l'homme ». Vraiment ? Alors ce soir, on change d'angle, on va chercher à comprendre, non plus le fait brut, mais le récit. Le dogme. Ce récit qui rend certains faits impossibles à entendre, qui transforme une complexité en fable, puis la fable en évidence. Ce récit, il porte un nom. Il fait office de maître étalon de la propagande. C'est Yellowstone. J'ai regardé plus de 37 heures de films documentaires de format pédagogique ou militant, produits sur plusieurs décennies dans des pays différents, par des institutions différentes. La structure est toujours la même. Le loup y est présenté comme un allié naturel, un régulateur bienveillant, presque un réparateur des déséquilibres humains. L'homme, à l'inverse, est décrit comme traumatisé par des peurs archaïques, héritées de contes pour enfants, de mythes médiévaux, ou du petit chaperon rouge. Cette répétition n'est pas anodine. Lorsqu'un même archétype est reproduit, encore et encore, sans variation notable, il cesse d'être perçu comme un point de vue. Il devient un cadre mental. Ce n'est pas ainsi que l'on démontre une vérité. Mais par contre, c'est ainsi qu'on la fabrique. Cette propagande n'est pas marginale, elle est institutionnalisée, elle repose sur des récits simples, affectivement rassurants et moralement valorisants. Parmi ces récits, l'un d'eux occupe une place centrale. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut s'arrêter sur un objet précis, un objet qui circule massivement, qui s'impose comme une évidence et qui sert désormais de référence implicite à toute discussion sur le loup. La vidéo s'intitule « How Wolves Change Rivers ». Elle est diffusée sur les plateformes depuis plus de 10 ans, sur toutes les chaînes télé du monde entier. Elle cumule plusieurs dizaines de millions de vues. Son propos est clair, linéaire et parfaitement intelligible. Le récit commence par une affirmation simple. La réintroduction des loups à Yellowstone aurait déclenché une réaction en chaîne. Les loups réduisent les populations de cervidés, les cervidés modifient leur comportement et évitent certaines zones, la végétation alors repousse le long des cours d'eau, les berges se stabilisent, les rivières changent de tracé. Bref, la vidéo affirme que cet enchaînement n'est pas
marginale, mais systémique. Elle présente le loup comme un ingénieur de l'écosystème, capable par sa seule présence de remodeler des paysages entiers. Le récit est renforcé par des images spectaculaires, des cours d'eau sinueux, des arbres renaissants, une faune abondante. La narration suggère une causalité directe, presque mécanique. Aucun autre variable n'est développé, ni le climat, ni les politiques de gestion humaine, ni les pratiques agricoles périphériques, ni les variations locales, bref. Le message final est limpide. Sans le loup, la nature se dégrade. Avec le loup, elle se régénère. Ce message est court, visuel, moralement satisfaisant. C'est précisément pour cette raison qu'il s'est imposé. Il transforme un système écologique complexe en une histoire unique, facile à retenir, facile à répéter. Mais ce récit n'est pas resté sans réponse. À ceux qui veulent chercher, on trouve rapidement des scientifiques qui donnent leur avis. Problème, ces réponses n'ont jamais bénéficié de la même diffusion. Tom Hobbs, professeur à l'Université d'État du Colorado, spécialiste de l'écologie des grands herbivores, a analysé les données disponibles sur Yellowstone. Sa conclusion est sans ambiguïté. La vidéo raconte une histoire séduisante, mais elle ne correspond pas à ce que les données permettent d'affirmer. Les effets observés sont hétérogènes, localisés et largement influencés par d'autres facteurs que la seule présence du loup. Don McNulty de l'Université d'État de l'Utah, qui travaille depuis des années sur les interactions entre prédateurs et proies à Yellowstone, va exactement dans le même sens. Il décrit un récit romantisé, construit autour d'un monde simplifié qui n'existe pas, tel qu'il l'a constaté sur le terrain. Les études publiques entre 2014 et 2023 convergent sur un point précis. Il n'existe pas de démonstration robuste permettant d'affirmer que le loup a modifié le cours des rivières de Yellowstone. Les variations observées existent, mais elles sont multifactorielles. Et elles ne peuvent pas être attribuées au loup. Ces réponses scientifiques ne disent pas que le loup n'a aucun impact. Elles disent que l'impact réel est beaucoup plus complexe, beaucoup moins spectaculaire, et beaucoup moins exploitable narrativement que ce qui est affirmé. La vidéo sur Yellowstone circule toujours, et elle convainc toujours autant. Les correctifs, eux, restent confinés aux revues spécialisées. Ce n'est pas une erreur, c'est une asymétrie. Un récit simple, porteur d'un message moral, se diffusera toujours massivement. Les analyses complexes et nuancées qui remettent en cause le récit, ça reste toujours invisible. À partir de là, le débat il est faussé avant même d'avoir commencé. Yellowstone n'est pas le seul récit à avoir été simplifié, maquillé. Il existe d'autres images, d'autres histoires tout aussi puissantes, tout aussi fausses. Une d'elles circule depuis des années sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Elle a été partagée près de 400 000 fois en France et des millions de fois dans le monde. Je vous parle de cette image. Une meute de loups alignés dans la neige, en file indienne. Le texte qui accompagne l'image explique ceci. Les 3 premiers loups ne sont pas les dominants, mais les plus vieux ou les plus malades. Le groupe avance à leur rythme. Les loups savent que si les plus faibles marchaient derrière, ils seraient distancés ou deviendraient des proies faciles. Le message est clair, la meute protège ses faibles. Elle s'organise pour que personne ne soit laissé en arrière. Le chef de meute ferme la marche, il veille sur l'ensemble. C'est beau, c'est moral, et c'est surtout faux. Cette photo vient d'un documentaire de la BBC, Frozen Planet, diffusé en 2011.
Le photographe est Shaden Hunter. La légende originale est bien différente. Une meute de loups gris chassant le bison dans le cercle arctique du nord du Canada. La meute, menée par la femelle alpha, se déplace en file indienne à travers l'épaisse neige pour conserver de l'énergie avant l'attaque. Conserver de l'énergie, pas protéger les faibles. David Nieto Massein, ethnologue spécialiste des loups, a analysé cette image. Sa conclusion est sans ambiguïté. Quand les loups se déplacent à travers la neige, ils se suivent l'un derrière l'autre pour économiser le moindre effort. Le loup à l'avant est une femelle reproductrice. Le reste la suit, simplement. Il ajoute : les loups ne sont pas des animaux qui prennent soin de leurs membres. Les plus vieux ou les plus faibles n'existent pas. Ce n'est pas un comportement. Les loups ne sont pas des animaux qui prennent soin de leurs membres, les plus vieux ou les plus faibles. Ce n'est pas un comportement naturel de s'assurer qu'aucun n'est laissé derrière. Dans la nature, les malades et les faibles meurent. Eugenio Fernandez Suarez, vétérinaire et vulgarisateur scientifique, va plus loin. Ces publications sont un exemple clair d'anthropomorphisme. Elles correspondent à un type de discours utilisé dans le coaching d'entreprise. Anthropomorphisme, coaching d'entreprise. On ne parle plus de l'animal, on parle de nous, de ce que nous voudrions qu'il soit, de ce que nous voudrions nous-mêmes être. Le loup devient un symbole de solidarité, de leadership bienveillant, d'organisation altruiste. Mais ce symbole repose sur une falsification. Encore une fois, le récit simple, moralement satisfaisant, circule massivement. La correction scientifique, elle, reste confinée. Pendant ce temps, l'image s'impose. Elle nourrit un imaginaire. Elle renforce une croyance. Yellowstone, la meute solidaire, les loups régulateurs, les ingénieurs de l'écosystème, tous ces récits ont un point commun. Ils ne décrivent jamais la réalité. Ils fabriquent une vérité, leur vérité, et elle s'impose, elle permet aux loups de ne plus être cantonnés dans une réserve et de s'imposer sur l'ensemble des territoires. Ce qui vient d'être décrit n'est ni nouveau ni spécifique à l'écologie et aux loups. C'est une méthode éprouvée, documentée, enseignée depuis des décennies dans un tout autre domaine. Dans les années 1950 et 1960, l'industrie du tabac fait face à un problème simple. Les données scientifiques s'accumulent. On parle du cancer. Le lien entre la cigarette et le cancer devient de plus en plus difficile à nier. La question n'est pas alors de prouver l'innocuité, elle est de gagner du temps. La méthode se structure autour de 4 piliers. Premier pilier, produire un récit positif. Avant même de répondre aux critiques, on diffuse une image rassurante. La cigarette devient synonyme de liberté, de modernité, de virilité, d'émancipation. Le produit est associé à un imaginaire désirable, pas à ses effets réels. On la voit partout dans tous les films, tous les acteurs, tout le monde fume. L'image de pub en elle-même, le cow-boy solitaire, participe à cela. Le deuxième pilier, financer une science de façade. Il ne s'agit pas de falsifier toutes les données, mais d'en produire d'autres, suffisamment ambiguës pour entretenir l'idée d'un débat. Des études sont financées pour insister sur l'absence de certitude absolue. Le doute devient un outil. Le troisième pilier, disqualifier les porteurs d'alerte. Les médecins qui alertent sont qualifiés d'alarmistes. Les chercheurs critiques sont présentés comme idéologues. Le problème n'est plus la donnée, mais celui qui l'apporte. Le quatrième pilier, agir au niveau du politique, le lobbying. Pression réglementaire, retardement des décisions. Chaque année gagnée représente des milliards accumulés. Ce schéma est aujourd'hui parfaitement documenté.
Il n'est plus contesté, même pas par les cigarettiers. Ce qui importe ici, ce n'est pas le tabac, c'est la méthode. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici s'y superpose totalement. Un récit positif omniprésent, une science simplifiée et ultra médiatisée, opposée à des données complexes, des critiques disqualifiées comme archaïques, irrationnelles, et un verrouillage politique qui rend toute régulation suspecte. La seule différence, c'est l'objet. Hier, c'était la cigarette, aujourd'hui, c'est le vivant. On dit souvent que le débat oppose deux camps irréconciliables, les éleveurs contre les écologistes. Mais que se passe-t-il quand ce sont des scientifiques eux-mêmes qui tirent la sonnette d'alarme? Valerius Geist, biologiste et ethnologue, professeur émérite à l'université de Calgary, spécialiste mondial des grands mammifères pendant plus de 50 ans, auteur de 17 livres sur la faune sauvage. Au début de sa carrière, il pensait, comme tout le monde, les loups sont inoffensifs. Pendant ma carrière académique et 4 ans après ma retraite, je pensais que les loups étaient inoffensifs, répétant les mots de nombreux collègues nord-américains. J'avais tort. Que s'est-il passé? Il prend sa retraite sur l'île de Vancouver, au Canada. Des loups s'installent dans son proche voisinage. Et ces loups commencent à guetter, puis à suivre sa femme à l'extérieur de leur maison, puis à s'approcher, à la menacer. Geist observe, documente 7 étapes d'habituation qui mènent à l'attaque. Je vais me permettre de vous mettre des vidéos qui corroborent ces attaques, et on reprendra à chaque fois. Étape numéro 1, les proies sauvages fuient vers les villages. Et elle s'est fait tuer. La scène s'est jouée au fond de cette ruelle, en plein cœur du village. Elle est arrivée de ce coin-là, avec les loups qui la suivaient, et elle est venue mourir ici, et ils l'ont mangée ici. Ils l'ont mangée sur place ici. C'était jeudi dernier, au petit matin, plusieurs loups se jettent sur une biche. Gilbert n'en revient toujours pas. Le problème qui est le plus inquiétant à l'heure actuelle, c'est que le loup n'a plus peur de l'homme. Ils viennent dans le village. Depuis, le village vit dans l'angoisse, traumatisé par ces images. Surtout que c'est la 3e fois en quelques mois seulement que les loups viennent chasser dans les rues de la commune. Étape numéro 2. Les loups visitent les décharges la nuit. Étape numéro 3. Ils se montrent en plein jour. Étape numéro 4. Ils attaquent les chiens et les animaux de ferme près des maisons. Étape numéro 5. Les attaques se multiplient sans conséquences pour les loups. Étape numéro 6. Les loups semblent apprivoisés. Ils poussent les promeneurs du museau. Étape numéro 7. Attaque prédatrice. Mamma, fai casino. Mamma, fai casino. Mamma, oh! Allez! Fai. Sa conclusion? Le mythe du loup inoffensif est un mythe létal, non supporté par les informations actuelles ou historiques. Geist identifie la cause première. Quand les loups sont protégés par la loi, quand on ne peut plus les chasser,
Quand on ne peut plus les effaroucher, ils perdent leur peur de l'homme. Et alors, ils commencent à nous considérer comme des proies potentielles. Geist va plus loin, il accuse. Il affirme que ce mythe a été propagé délibérément, que les traductions des scientifiques russes documentant les attaques létales pendant la guerre ont été supprimées en Occident. En Allemagne, dans le Mecklembourg, en Poméranie occidentale, il observe que les 7 étapes se déroulent presque chaque jour. Son avertissement, si les gens ne ripostent pas, les loups vont gagner. Un scientifique seul? Une voix isolée, vous me direz? Non. Michel Meuret, directeur de recherche à l'INRA de Montpellier, coordinateur du réseau COADAF sur la coadaptation entre prédateurs humains et animaux. 27 ans d'observation de terrain. Les chiffres de l'INRA, 140 000 animaux d'élevage tués ou mortellement blessés en 28 ans. Plus de 90% d'attaques réussies se déroulent dans des élevages dotés de moyens de protection. 38 millions d'euros par an en protection et indemnisation pour un échec reconnu. Sa position ? Multiplier les obstacles manque de sens, tant que ces prédateurs ne considèrent pas leur effort de franchissement comme pouvant leur faire courir un risque sévère, blessure grave ou danger de mort. Il y a plus troublant encore. Les premières années du retour du loup, la présence a été gardée secrète par les pouvoirs publics, dans l'attente du statut de protection stricte. Un secret d'État, pendant qu'une meute de 6 loups s'établissait dans le Mercantour. Élodie Régnier, chercheuse à l'INRA, co-auteure avec Meuret de la synthèse officielle, sa conclusion technique, le nombre de victimes est en croissance linéaire, quasi constante depuis 12 ans, avec 1000 animaux tués en plus chaque année. Une croissance prévisible, inéluctable malgré tous les moyens déployés. Anne-Marie Brisbard, anthropologue spécialiste du pastoralisme depuis des décennies. En 2014, elle signe avec d'autres chercheurs, ethnologues, agronomes, une lettre ouverte. Non pas contre le loup, mais pour le droit des éleveurs à défendre leurs troupeaux. Leur constat, les dispositifs préconisés, parcs électrifiés, pas tout. Aide bergère présente l'inconvénient majeur d'être coûteux. N'oublions pas que 80% est payé par l'État, 20% à la charge de l'éleveur, et d'une efficacité limitée. Le constat s'impose dans les Alpes en dépit des efforts depuis plus de 15 ans. Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l'INRA, sociologue du travail. Son angle est différent. Elle ne parle pas d'écologie, elle parle de ce que cette situation fait aux humains. Sa critique ? On impose aux éleveurs une vision romantique de la nature, une écologie déconnectée du réel. Pour une fraction minoritaire qui attend que prochainement l'agneau dormira dans les pattes du loup, 5 chercheurs, 2 continents, Geist au Canada, Meuret et son équipe en France, aucun n'appelle à l'éradication du loup. Geist appelle à maintenir la peur du loup envers l'humain, par la chasse régulée. Meuret appelle à cesser de mentir sur l'efficacité des mesures actuelles. Leur point commun ? Un changement de position basé sur l'expérience empirique face au modèle théorique. Les données contre l'idéologie. En science, changer d'avis face aux faits n'est pas une faiblesse. C'est précisément ce qui distingue la démarche scientifique du dogme. Mais lorsque le dogme est institutionnalisé, lorsque les premières années de retour du loup sont gardées secrètes, lorsque 38 millions d'euros annuels financent un système reconnu comme inefficace, lorsque 100 millions d'euros sont donnés par l'Europe
pour financer une vision. Lorsque les traductions de scientifiques russes sont supprimées, alors le bilan critique devient suspect. La sonnette d'alarme devient hérésie. Et ceux qui osent la tirer deviennent des traites à la cause. Alors après cette intervention, il reste un dernier étage à examiner. L'avenir est ce qu'on projette déjà au nom du même imaginaire. Cette partie, je vais appeler les super-loups, est ce qu'on nous réserve. Donc je continue. À ce stade, le mécanisme est en place. Un récit positif, une gestion du risque rendue moralement suspecte, une protection érigée en dogme. Il reste une question. Que fait-on lorsque ce dogme rencontre la technologie ? Avril 2025, on est à Dallas, Texas. Une entreprise de biotechnologie a annoncé avoir recréé par modification génétique une espèce de loup disparu depuis plus de 10 000 ans, le dire wolf. Les noms sont publics. Ils s'appellent Romulus, Remus et Khaleesi. Les caractéristiques sont revendiquées. Ce sont des animaux plus grands, plus massifs, avec des mâchoires encore plus puissantes. Il ne s'agit pas d'une hypothèse de laboratoire. Il s'agit d'individus vivants photographiés, présentés comme une réussite scientifique. Ça fait la une de pas mal de médias. L'objectif affiché n'est pas la curiosité académique, c'est la réintroduction. Un loup gris adulte pèse en moyenne, on va dire, de 35 à 50-55 kilos. Les archives historiques documentent des milliers d'attaques humaines liées à cet animal. Le dire wolf, tel qu'il est décrit, dépasse largement ses gabarits. Ce que l'on projette ici n'est pas une rupture, c'est une continuité. La même logique, le même imaginaire, la même certitude que la technique corrigera ce que l'idéologie refuse d'interroger. Il n'est pas question à ce stade de savoir si ces animaux seront effectivement relâchés. La seule chose qui importe, c'est que l'idée soit désormais formulée publiquement. Lorsqu'un système en arrive à envisager l'augmentation d'un prédateur, sans avoir réglé la question de sa gestion, il ne s'agit plus de protection de la nature. Il s'agit de croyance. Alors, revenons-en à Émile. 2 ans et demi et 10 à 12 kilos, disparu le 8 juillet 2023, au Vernet. 9 mois plus tard, juste un crâne est retrouvé, à 1,7 km du hameau. Juste un crâne. Les éléments que nous avons en notre possession sont les suivants. La présence du loup est documentée dans la zone. Des attaques de bétail confirmées juste avant sa disparition. Une piste qui s'arrête net, comme si l'enfant avait été enlevé, comme s'il n'avait plus jamais touché le sol. Des témoignages locaux sont concordants. Le communiqué officiel évoque des morsures et des fractures probablement dues à des animaux, survenues après le décès. La fracture elle-même aurait-elle pu correspondre à un visage rencontrant une branche à 40 km/h ? La vitesse d'un loup courant avec ce poids dans la gueule ? Probablement. Le protocole de recherche est connu, chien spécialisé dans la poursuite d'une trace humaine. Aucune mobilisation de moyens dédiés à la recherche d'un prédateur. La piste animale n'est pas prioritaire, mais l'enquête n'a rien donné réellement d'autre. Alors je ne dis pas qu'un loup a tué Émile, c'est juste une hypothèse crédible qui a été écartée d'entrée. Une hypothèse compatible avec l'histoire, documentée dans des archives.
observée dans le présent. Une hypothèse qui n'a pas été cherchée. Dommage. Depuis plus d'une heure, nous avons vu ce que produit le même mécanisme lorsqu'il se répète. Des faits anciens devenus indicibles, des faits contemporains traités ailleurs comme des évidences, des récits simplifiés massivement et diffusés tout autant, des correctifs confinés, une gestion du risque étendue moralement suspecte, des victimes transformées en coupables. Émile n'est pas réellement le sujet de cet épisode, mais il en est un révélateur. Pendant que l'on refuse encore de regarder ce qui est déjà documenté, pendant que l'on protège un récit plutôt qu'une méthode, pendant que l'on transforme le doute en faute morale, Romulus et Rémus grandissent, des loups plus grands, plus puissants, plus idéalisés. Dans la légende romaine, Romulus et Rémus sont allaités par une louve avant de fonder Rome. Aujourd'hui, on fabrique des loups, on les sanctuarise et on refuse d'interroger ce qu'ils deviennent. Coïncidence ou passage de relais du diable? Je vous laisse imaginer si la piste du loup avait été validée. 50 années de politique auraient été mises à terre. Je pense que le loup doit rester dans les montagnes. Attendre la chef de M. Seguin. Je pense que le loup doit avoir réellement peur de nous, car il apprend de nous, justement. Et maintenant, en pleine journée, il n'hésite plus à traverser des villages. Il vient d'être aperçu le mois dernier en Seine-et-Marne, aux portes de Paris. Alors, Courtauld serait-il de retour ?